moi j'ai été parlementaire, je sais ce qu'il en est. Et les conditions exigées dans le déroulement du processus électoral, il est clair. Le processus électoral part du recensement, donc de l'établissement du fichier électoral, jusqu'à la proclamation définitive des résultats. C'est ça le processus électoral. Le processus électoral n'est pas le jour du vote, c'est du début jusqu'à la proclamation du résultat final par la Cour constitutionnelle. Donc, ici, il y a des gens qu'il faut mettre en prison, c'est la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils ont créé une situation qui est grave, qui est inédite et pour laquelle, même dans 1000 ans, on pourrait revenir, comme on parle, de revenir un jour sur le procès de Marien Ngouabi, la mort, l'assassinat de Marien Ngouabi. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir encore choisi Téléart TV. Au menu de cette édition, droit de savoir, le décryptage de l'interview accordée à Afrique par Jean-Jacques Yombi Opango, président par intérim du RDD. Interview au cours de laquelle il concluait en substance qu'il doute de la version officielle donnée sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela, dont je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Maintenant, on nous dit, à partir du moment où c'est Covid, on ne touche pas au corps. Donc, on n'a pas pu faire des prélèvements. Et mes amis médecins, qui sont des grands médecins en France, disent, soit ils n'ont pas fait de prélèvement et ils vous baladent, soit ce n'est pas le Covid. Et à ce moment-là, on demande pourquoi ils n'arrivent pas à donner deux examens. Si ce n'est pas le Covid, c'est quoi? Justement, il y a deux examens. Deux examens qui restent, que l'avocat de madame a demandé, qui sont la toxicologie et l'anatopathologie. Ces deux examens, mais c'est toujours nos relations médicales qui nous disent, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous demandez, ça sort tout de suite. Donc, je veux dire qu'on ne met pas un mois pour avoir des examens toxicologiques ou l'anatopathologie. Donc, ce qui veut dire, la justice française et l'Institut médico-légal, c'est eux qui créent les suspicions, parce que, comme la veuve le veut, comme tout le monde veut, on veut savoir de quoi est mort le président Guy Brice. Si c'est, je veux dire, le Covid, c'est trop facile de dire que c'est le Covid. Tant qu'il y a justement un membre de la famille qui exige qu'on ait la preuve que ce qui a été, je veux dire, les prélèvements qui ont été faits sont bien ceux de Guy Brice Parfait Kolela, parce qu'il n'y avait personne. Aucun membre de la justice, aucun membre de la famille. Là, justement, il y a certains membres de la famille qui l'exigent. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Donc, qu'on fasse des tests ADN. Cette procédure, je crois qu'elle est en cours. Mais pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment des prélèvements qui ont été faits, eh ben, il y a deux examens qu'attend la veuve, la toxicologie et la nanopathologie. Et on ne comprend pas pourquoi un institut médico-légal de la France n'arrive pas à donner ces deux examens. C'est pour ça qu'il y a un doute. Mais un doute, plus ça tarde, plus le doute est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi qui pensais, parce que j'ai vu quand même les documents, je le dis clairement, les symptômes étaient là, vu que moi je suis passé par là moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai un doute. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un État comme la France, qui a un institut médico-légal, je veux dire, qui a une réputation internationale, puisse balader la famille. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, vous avez un doute. Oui, j'ai un doute. J'ai un doute. Droit de savoir revient donc sur cette interview parce que, comme vous le savez, Jean-Jacques Yombi Opango est une des personnes qui étaient les plus proches de Guy Brice Parfait Kolela dans ces derniers jours. Et c'est d'ailleurs lui qui avait filmé la séquence vidéo où Guy Brice Parfait Kolela est en train de donner les dernières instructions de vote et demander d'ailleurs au peuple congolais de se battre pour l'avenir de leurs enfants. Suivez.
Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. En tout cas, merci à la régie pour ces deux éléments. Bonjour, monsieur Robert Poitipongo, vous êtes notre invité, l'invité du droit de savoir. Nous allons donc décrypter cette interview accordée par Jean-Jacques Yombi Opango, au cours de laquelle il conclut en substance qu'il ne croit plus à la thèse, sinon à la version officielle donnée sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Alors, ma première question, que ressentez-vous lorsque vous suivez notamment la deuxième séquence où Guy Brice Parfait Kolela est en train de donner les dernières instructions de vote aux Congolais en leur demandant également de se battre pour l'avenir de leurs enfants? D'abord, bonsoir et bonjour, monsieur Christian. Merci. Et je pense que le travail que vous êtes en train de faire, j'ai un ami que vous avez reçu un jour, je pense, monsieur Mingwa, qui vous a rendu un grand hommage pour le travail que vous faites et à toute votre équipe. Et les gens avec lesquels j'ai travaillé un peu plus tôt sur cet aspect politique de ce pays démontrent que entre Gribis Parfait Kolela et moi-même, il y avait comme une complicité qui n'était pas mise aux yeux de tous. Et c'est pour cela que, à des nombreux voyages que j'ai effectués à Brazzaville, il était souvent dit que quand j'y allais, eh bien, on devrait se rencontrer, on devait se voir avec Guy Brice Parfait Kolela, même si ce n'était pas le cas. Mais très souvent, mon séjour à Brazzaville ou à Pointe-Noire était souvent considéré comme étant un voyage qui devrait me permettre de, voilà, qu'on se voie. D'où, je vais vous l'affirmer aujourd'hui, que ce n'est pas possible que je ne puisse pas continuer à chercher, à comprendre ou à dire aux gens pourquoi Guy Brice Parfait Kolela a été assassiné. Et il y avait ce maillon qui a manqué dans tout ce que nous avons vécu après après l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, c'est-à-dire que Jean-Jacques Yombi, j'ai un ami qui me disait toujours, mais pourquoi vous ne parlez pas de Jean-Jacques Yombi Opango? Depuis que Parfait était décédé, on ne parlait pas de lui, on ne le voyait pas, on n'entendait pas parler de lui non plus. Mais c'est curieux que cette vidéo qui est là aujourd'hui, dont vous avez fait passer l'extrait, que j'ai suivi, montre à suffisance que celui qui a été très proche dans les derniers jours de vie de l'existence de Guy Brice Parfait Kolela présente dans cette interview un doute sur les raisons évoquées, les raisons officielles évoquées par rapport à la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Tous ces milieux qui ont côtoyé Guy Brice Parfait Kolela dans ces derniers jours de son existence. Parce que les images au sol, sur le tarmac à l'aéroport de Brazzaville, les images dans l'avion, les premiers résultats donnés par le Centre médico-légal de Paris et tout ce qui en s'ensuit, et ajouta à cela son interview, montre désormais, et on peut se dire avec affirmation, que Guy Brice Parfait est mort à Brazzaville. Et comme il est mort à Brazzaville, comment est-il mort? C'est l'unique point sur lequel tout le monde s'accroche
Comment est-il mort? Mais pourtant, dans la même interview, Jean-Jacques Yombi Opango affirme que Guy Brice Parfait Kolela est mort à 2 heures. C'est ce qu'il dit. À 2 heures, Guy Brice Parfait Kolela n'était plus à Brazzaville. Probablement Oui. qu'il était dans l'avion ou il était déjà au Bourget. Mais quand on revient un peu plus en arrière, dans cette interview, Jean-Jacques nous montre, nous explique les moments graves. Les moments graves, c'est lesquels? Le fait qu'on le transfère du cabinet médical, du centre hospitalier privé où il était, vers... On transfère Guy Brice Parfait Kolela, c'est cela? Oui, c'est le transfert de Guy Brice Parfait Kolela vers l'hôpital général, alors que l'hôpital général, tout le monde connaît que c'est un mouroir. On lui sort du cadre où il pouvait retrouver sa vie vers un cadre où il devrait perdre sa vie. Et quand il y va, il se retrouve face au docteur, donc docteur ou professeur, je ne sais pas quel est son titre réel, son diplôme, sa référence réelle. Est-ce que c'est le docteur Bileko? Est-ce que c'est le professeur Bileko? Alors, il le retrouve et il discute avec lui. Au premier abord, M. Bileko, il dit qu'il finalement était certainement prêt à partir s'il fallait l'évacuer, mais il refuse maintenant. Il refuse d'accompagner Guy Brice Parfait Kolela. Quand il refuse, et Jean-Jacques se rabat du côté du cadet de Guy Brice, parce qu'il est français et qu'il a le passeport et qu'il pouvait l'accompagner. Parce qu'il n'y a personne qui veut l'accompagner. Il n'y a personne. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, on amène donc, en fait, Guy Brice Parfait Kolela est retenu, s'il faut dire, admis à la clinique Sécurex pour les soins. Et nous savons que la clinique Sécurex est parmi les cliniques les mieux équipées, bien entendu. Oui. Et de là, il faut le transférer vers le CHU de Brazzaville, où tout le monde sait que c'est un établissement hospitalier qui manque de tout. Et voilà. Et donc, tout ce qui se fait, on nous rapporte que c'est bien entendu le docteur Bileko qui est le médecin qui suit ce malade, donc Guy Brice Parfait Kolela. Et quand il s'agit d'accompagner Guy Brice Parfait Kolela, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont décidé finalement, son évacuation sanitaire, le docteur Bileko refuse dans un premier temps. Refuse d'accompagner, mais on ne peut pas, nous le savons tous, qu'une évacuation sanitaire ne peut se faire qu'accompagné d'un médecin. Avec assistance d'un médecin, bien entendu, oui. Voilà. Bon, donc, quand le médecin traitant, pour des raisons que nous ne connaissons pas aujourd'hui, refuse d'effectuer le voyage, d'accompagner donc Guy Brice Parfait, il y a un problème. Et quand Jean-Jacques se rabat sur le cadet, parce que c'est là où il y a un problème quand je dis que le docteur Bileko ne veut pas accompagner ou ne veut plus accompagner Guy Brice Parfait. Mais est-ce que Guy Brice Parfait, vivant ou mort? Alors que, évidemment, quand j'ai suivi quelque part, on nous dit Guy Brice Parfait Kolela lui-même souhaitait se faire accompagner par le docteur Bileko. Le docteur Bileko. Mais donc le moment arrivé, le docteur fait défection, ne veut plus accompagner Guy Brice Parfait Kolela. Voilà. Et c'est finalement après probablement une pression venue de quelque part qu'il va accepter d'accompagner Guy Brice Parfait Kolela. C'est ce que j'ai semblé comprendre. N'oublions pas qu'entre-temps, il y a Jean-Jacques nous décrit les mouvements des va-et-vient, entrée-sortie au CHU. Au CHU. Ça veut dire que ça dénote de quelque chose, d'une gravité. Naturellement, je rappelle cela à nos téléspectateurs parce que Jean-Jacques Yombi dit qu'arrivé au CHU, il y avait des va-et-vient, des choses pas du tout bonnes. Exactement. Alors là, il ne donne pas les détails, mais il dit qu'il y avait des choses pas du tout bonnes. Pour ceux qui voudront bien entendu suivre cette interview en intégralité, il suffira de se rapporter donc sur le site Afrikili. C'est une interview accordée par Jean-Jacques Yombi Opango. Et donc, vous étiez en train d'expliquer qu'on arrive au CHU, il faut maintenant accompagner le malade, c'est-à-dire dans son évacuation sanitaire. Le médecin refuse, le médecin qui suivait bien entendu ce patient refuse dans un premier temps, mais après, il cède
probablement la pression. Non, il le dit lui-même. Il le dit à Jean-Jacques. Parce qu'au dernier moment, quand Jean-Jacques fait appel au cadet de Guy Brice et qu'il arrive, et quand il revoit le docteur, et finalement, c'est le docteur qui lui dit que je vais. Et donc, ça étonne Jean-Jacques. Après, il dit, mais comment? Il dit, mais tu connais toi-même. Hein, tu connais toi-même ton pays. Et à ce moment-là, je vois le petit frère du président Parfait Kolela, Mexan. Je lui dis, Mexan, on m'a dit que tu es français. Va prendre ton passeport et tu nous rejoins à l'aéroport. Parce que j'ai demandé à la veuve si elle partait seule. J'ai dit, vaut mieux que tu partes avec un membre de la famille. Vu que le docteur Bileko, c'est le docteur Bileko qu'il s'agissait, a dit qu'il ne partait pas. Pendant que monsieur Mexan Kolela part chercher son passeport, le professeur Bileko sort et il dit, bon, j'ai changé d'avis, finalement je pars. Moi je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu connais ton pays. Ça veut dire qu'il a reçu des instructions claires, nettes et précises de sa hiérarchie qui devait partir et que l'avion devait décoller. Mais tu connais toi-même, hein, tu connais toi-même ton pays. Alors, donc, ça veut dire que... Tu connais toi-même ton pays, c'est un code, finalement, un message codé. Jean-Jacques nous rapporte. C'est Jean-Jacques qui nous le rapporte. C'est ce que le docteur Bileko lui dit. Et donc, nous concluons qu'il a subi une pression, il a reçu, et donc, on lui a obligé d'accompagner Guy Brice Parfait Kolela. Or, quand nous voyons que dans l'avion, dans les images de Guy Brice Parfait dans l'avion, je parle, quand vous disséquez l'image, vous constatez que le corps de Guy Brice Parfait se retrouve dans un état de rigidité cadavérique. C'est-à-dire que c'est le corps d'un mort, ce n'est pas le corps d'un être vivant. Il est même en train d'être emballé par terre, on a vu sur le tarmac, oui. Est-ce que, maintenant, je peux me permettre de me poser la question de savoir, est-ce que quand le docteur Bileko renonce vouloir accompagner Guy Brice Parfait, est-ce qu'il avait constaté, est-ce que la mort de Guy Brice Parfait était établie? Est-ce que effectivement, parce que pour le docteur, pourquoi accompagner un corps, une dépouille? Est-ce là la raison? Moi, j'avance sur ce terrain-là pour dire, est-ce que le docteur Bileko renonce parce qu'il se dit, mais comment et pourquoi accompagner une dépouille? Pourquoi je dis ça? Lors de pendant vos interviews, quand vous avez reçu l'avocat de la veuve Kolela, vous lui avez signifié, donc lors de cette interview, il est clair, quand vous lui rappelez, c'est vous qui lui rappelez que... Tout à fait, sur la loi funéraire en France, voilà, quand il s'agit d'un malade, quand il s'agit d'un malade vivant, c'est un médecin, voilà, d'un malade vivant. Il vient faire le constat, oui. C'est un médecin qui vient pratiquement réceptionner le malade. Et quand il s'agit d'un malade mort, décédé, eh bien, c'est un brigadier qui vient. Et est-ce que vous ne voyez pas, monsieur Christian, un lien entre la réception de Guy Brice Parfait Kolela dépouille, ou certainement une dépouille parce que c'est un brigadier qui le reçoit, et le refus du docteur Bileko de partir, d'accompagner Guy Brice Parfait Kolela? Et vous ne voyez pas qu'il y a un lien? Évidemment, ajouter à cela aussi le refus de signer le document par la veuve Kolela, le document qui devrait normalement reconnaître, ou elle devrait reconnaître que son mari est mort de Covid. Donc, tout cela, aujourd'hui, nous permet tout simplement de tous ces éléments. Hein, ce sont des éléments, si la justice pouvait s'en saisir, la justice va tout simplement dire, accompagner à côté des éléments du centre médico-légal, qui a bien signifié que bon, il n'est pas mort le 22, voilà, et s'il n'est pas mort le 22, donc il est mort le 21, et tous ces éléments vont permettre à la justice. C'est pour cela que j'ai parlé, que je devais parler de l'exhumation de Guy Brice Parfait Kolela. Elle va se faire, elle sera obligée de se faire, parce que même Jean-Jacques
Jean-Jacques, qui conclut dans son interview avoir un doute sur les raisons de la mort, du décès de la mort de Guy Brice Parfait, signifie tout simplement, parce qu'il a même dit que, en fait, la justice court encore. Et si la justice court encore, ça veut tout simplement dire que le corps de Guy Brice Parfait va être exhumé. On sera obligé de l'exhumer et pour poursuivre certainement les prélèvements. Parce que n'oublions pas que Yasser Arafat, mort en 2004, a été exhumé en 2012, donc soit pratiquement 8 ans après. Et des prélèvements ont été faits sur sa dépouille 8 ans après, et ces éléments ont permis de donner des conclusions. Ça veut dire que j'ai semblé, et pourtant on avait déjà fait les prélèvements sur le corps de Guy Brice Parfait Kolela, à ce que je sache. Oui, mais pourquoi on devait encore revenir? Jean-Jacques dit ceci, que il me semble que ces prélèvements n'ont pas été faits devant un huissier de justice. Voilà, fiable ou pas fiable. Donc voilà, ce doute-là, donc Jean-Jacques s'agrippe autour de ce doute-là pour dire, finalement, quand les doutes de Jean-Jacques donnent raison à la famille, à cette partie qui tient à chercher à comprendre comment est-il mort ou de quoi est-il mort. C'est trop facile de dire que c'est le Covid. Tant qu'il y a justement un membre de la famille qui exige qu'on ait la preuve que ce qui a été, les prélèvements qui ont été faits sont bien ceux de Guy Brice Parfait Kolela, parce qu'il n'y avait personne. Aucun membre de la justice, aucun membre de la famille. Là, justement, il y a certains membres de la famille qui l'exigent, je pense qu'ils n'ont pas tort, donc qu'on fasse des tests ADN. Cette procédure, je crois qu'elle est en cours. Mais pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment des prélèvements qui ont été faits, eh ben, il y a 2 examens qu'attend la veuve, la toxicologie et la nanopathologie. Et on ne comprend pas pourquoi un institut médico-légal de la France n'arrive pas à donner ces 2 examens. C'est pour ça qu'il y a un doute. Mais un doute, plus ça tarde, plus le doute est là. Donc le doute de Jean-Jacques relance et donne raison à cette partie de la famille qui exige, mais en fait, le corps parfait sera exhumé pour poursuivre ces prélèvements, puisque l'affaire est en justice. S'il n'était pas en justice, oui, mais l'affaire est en justice. Ça veut dire que aujourd'hui ou demain, le corps de parfait sera exhumé pour faire d'autres prélèvements en présence certainement de tout le monde, parce que pour Yasser Arafat, il y avait 3 États. Il y avait l'Autriche, la Suisse et je crois un 3e pays. Et en dehors des prélèvements qui avaient été faits par les laboratoires, les centres médicaux de Paris, qui sont venus, donc les médecins sont venus pour faire le prélèvement. Pourquoi nous voulons chercher, pourquoi nous devrons chercher à comprendre comment Parfait a été assassiné? En fait, c'est une obligation et quelque chose qui s'impose à nous. Et c'est d'abord, c'est en lien avec l'interview qu'il accorde. Il dit, battez-vous. Donc, battez-vous, c'est aussi pour chercher à comprendre comment il est en train de lutter contre la mort. De quoi souffre-t-il? Il lutte contre la mort. Peut-être qu'il aurait pu nous dire que je suis atteint du Covid. Il aurait pu le dire en ce moment-là. Mais il ne dit rien. Mais évidemment, c'est la question que je voulais vous poser, mais peut-être que vous n'êtes pas la personne habilitée, parce que lorsque, avant que Guy Brice Parfait Kolela ne soit admis à la clinique Sécurex, je crois que un bon bout de temps, quelques semaines bien avant, pendant qu'ils étaient en pleine campagne, Jean-Jacques Yombi Opango a dû lui suggérer de se faire tester parce qu'il trouvait qu'il était fatigué, avait des symptômes qui ressemblaient bien entendu au Covid. Et Jean-Jacques a demandé à Guy Brice Parfait Kolela de se faire tester pour voir si ce n'était pas le Covid. Bon, oui. Après insistance, bien entendu, et quelques temps après, comme le dit d'ailleurs Jean-Jacques lui-même, il sera informé que finalement, Guy Brice Parfait Kolela est admis dans une clinique. Alors là,
Je ne sais pas. Bon, c'est la question, mais je la pose quand même. Probablement que nous aurons un jour aussi la visite de Jean-Jacques Yombi Opango sur notre plateau ici pour qu'il vienne nous éclaircir un certain nombre de choses. Pourquoi pas? C'est une invitation que nous lui faisons comme ça. Alors, Jean-Jacques ne dit pas quand il est arrivé rencontrer encore Guy Brice Parfait Kolela à la clinique. Est-ce qu'il avait posé la question à Guy Brice Parfait Kolela pour savoir s'il avait fait le test et qu'est-ce que cela avait donné? Parce qu'à ce niveau-là, il ne s'est pas exprimé, il n'a rien dit là-dessus. Mais effectivement, parce que quand il va rendre visite à Guy Brice Parfait Kolela, quand il accorde finalement, parce qu'il accorde l'interview, ce n'est pas la première visite, mais c'est une deuxième visite, parce que Guy Brice lui dit des choses qu'il rapporte au parti, au siège du parti, par rapport à la conduite à tenir, puisqu'il est malade, il ne peut plus, voilà. Et peut-être que des décisions devraient être prises pour demander l'annulation, le report de l'élection. Et il dit même que, il dit même que Guy Brice Parfait Kolela s'est opposé en fait, à une requête en annulation. Oui, demander l'annulation. Bon, mais après, quand il repart, c'est là où il accorde maintenant l'interview. C'est au dernier moment c'est l'élément sonore. Jean-Jacques en avait besoin, c'est lui qui en avait besoin pour aller dire. Pour convaincre les autres, oui. Pour convaincre les autres que le président Parfait a dit que nous devrons aller voter. Au vote et nous devons nous battre. Voilà, il lutte contre la mort et donc vous devez aller voter et lutter pour, battez-vous. Il y a quand même un message qui est très fort. Hein? Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. De vous-même. Bon, mais dans cet avenir, il faut bien qu'on sache et que nous comprenions que pourquoi et de quoi est-il mort. Alors donc Jean-Jacques, il apporte des éléments assez précis. Parce que c'est l'une des personnes extérieures au corps médical ou d'autres qui ont été en contact avec, parce qu'il ne parle pas d'autres personnes qui étaient ces jours-là, ces heures-là, en contact avec Guy Brice. C'est lui, les médecins et ceux qu'il a vu faire des va-et-vient au niveau de l'hôpital du CHU. C'est lui en fait, il n'y a pas un autre. On ne parle pas d'un membre de famille qui était là ces jours-là. Non. Évidemment, pour vous, monsieur Robert Poitiers, oui. Bon, lorsque Jean-Jacques dit il y avait des va-et-vient, des mouvements bizarres, des choses qui n'étaient pas bonnes, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a en fait codé par ce message? N'oublions pas quand même que ça se passe. Ça se passe après déjà l'interview. Parce que quand il se rend au CHU, Jean-Jacques, il n'y a plus accès. Oui. Lui n'a plus accès, évidemment, oui. Non, il n'a plus accès. Il n'avait accès que là où il était hospitalisé. Mais là où il est transféré, il est parti. C'est même le terme quand il va demander, il dit il est parti. Alors qu'il était devenu en sorte l'homme de main, l'homme en fait le plus proche à qui Kolela pouvait encore donner quelques dernières instructions. Pourquoi on ne lui a pas laissé passer? Pourquoi on l'a bloqué à ce niveau-là? Mais il y a un lapsus qu'il utilise dans le mot quand il entend il est parti. Quand on dit quand il entend il est parti, ça sous-entend deux choses. On peut aussi l'avoir dit il est parti, il est mort, ou il est parti à l'hôpital, mais au CHU. Mais quand il est parti, et quand il arrive là-bas, mais effectivement il est parti, il n'est plus en contact avec lui. Il ne le voit plus. Est-ce qu'il n'est pas déjà mort? Parce que quand il arrive à l'hôpital, il ne voit plus Guy Brice Parfait. Il ne le voit plus. Et il ne constate plus que les mouvements, les va-et-vient et l'échange qu'il va avoir avec le docteur Bileko. Et le docteur Bileko, dans sa position, dans son expression, ça traduit beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, la conclusion de Jean-Jacques donne raison aux enfants et à la famille qui exigent de savoir de quoi il est mort, et à nous aussi, puisque dans l'interview qu'il accorde à Jean-Jacques, dans cette petite interview,
battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Mais en fait, Guy Brice Parfait qui lutte contre la mort est en train, et cette mort qui n'est pas une mort naturelle, tout compte fait, c'est un assassinat, et prouve qu'il y a un souci et que Guy Brice Parfait était devenu un témoin gênant, quelqu'un de gênant pour le plan que M. Denis Sassou Nguesso avait certainement concocté pour son fils. Et voilà pourquoi Guy Brice Parfait est assassiné et il meurt dans les conditions qui sont pratiquement décrites. Et puisque le doute est là, Jean-Jacques, qui a été le dernier à avoir vu, il ne se vante pas, hein, mais il le dit que j'ai été pratiquement le dernier à l'avoir vu, et l'interview est là, et tout est clair, monsieur Christian. Évidemment, lorsqu'il fait cette interview et lorsqu'on lui dit qu'il est parti, nous sommes encore le 21. Nous sommes encore le 21. Et ça relance donc le débat sur l'article 70, l'empêchement définitif. Alors, ça veut dire que Guy Brice Parfait Kolela était empêché définitivement depuis le 20. En réalité, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi les interviews que j'avais accordées quand je suis rentré de Pointe-Noire, c'est quand même bizarre que nous nous retrouvons devant ceux qui parlent de l'unité nationale. Hein, moi, je n'en suis plus là. Mais ceux qui parlent de l'unité nationale, c'est-à-dire que qui se fient à l'existence d'une constitution. Ceux-là qui se fient à l'existence d'une constitution. Moi, j'ai été parlementaire, je sais ce qu'il en est. Et les conditions exigées dans le déroulement du processus électoral, il est clair. Le processus électoral part du recensement, donc de l'établissement du fichier électoral, jusqu'à la proclamation définitive des résultats. C'est ça le processus électoral. Le processus électoral n'est pas le jour du vote. C'est du début jusqu'à la proclamation du résultat final par la Cour constitutionnelle. C'est ni par le ministère de l'Intérieur, ni par le gouvernement, mais par la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle a rendu sa décision que M. X, Y ou Z est élu président, alors là, le processus électoral prend fin et le président élu va attendre ses jours, une semaine ou 2 semaines pour prêter serment. Or, il est dit ceci, qu'en cas d'empêchement définitif, surtout définitif, le processus électoral s'arrête. Pourquoi cette disposition est institutionnelle? C'est-à-dire que c'est obligatoire dans toutes les nations. C'est pas le cas du Congo, non. Cette loi cet article qui prend d'autres formes et tout, est universel. Pourquoi? Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de faire recours, c'est automatique. La Cour s'autosaisit. Voilà. Pourquoi? Parce que si il y a 5 candidats, et il y a un qui est définitivement empêché, vous n'arrêtez pas le processus électoral, le vote. Il s'avère que on ne sait pas à la fin si c'est le candidat qui est empêché définitivement, qui est premier. Voilà, qui va remporter l'élection. Qui est premier ou deuxième, pour parler de deuxième, parce qu'il y a un deuxième tour qui est ouvert. Donc, qui est premier ou deuxième. Donc, en ce moment-là, si vous n'arrêtez pas le processus électoral et que Guy Brice Parfait est premier ou deuxième, comment ça se passe? Voilà pourquoi, de facto, le processus électoral est annulé. Il s'annule pour cette raison-là. Parce que lui, étant empêché, il ne peut plus non plus faire des réclamations. Si on le classe, s'il est classé troisième
troisième ou quatrième, alors que les éléments prouvent qu'il est deuxième, donc s'il est troisième ou quatrième, alors qu'il est deuxième. Or, il n'y a que lui qui peut aller faire des réclamations auprès du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un autre. Ça, c'est l'explication. Oui, parce que l'élection, oui, évidemment, l'élection présidentielle est individuelle. Hein. C'est le candidat qui se présente, voilà, qui est l'ayant droit. Voilà. Il n'y a pas de suppléant. Pardon, monsieur Perrin. Il n'y a pas de suppléant. Non, il n'y a pas de suppléant, oui, évidemment. Il n'y a pas de suppléant. Donc, c'est le candidat qui apporte son dossier auprès du Conseil constitutionnel qui le valide ou non. Donc, une fois qu'il est validé, c'est le candidat avec le Conseil constitutionnel, parce que ce n'est même plus le gouvernement. Le gouvernement, ça n'est plus son problème. En fait, le Conseil constitutionnel qui gère toutes les élections, l'ensemble de l'élection. Et le gouvernement, c'est l'outil du Conseil constitutionnel qui va tout simplement… donc, il y a la Cour constitutionnelle, hein, il y a tout ce monde-là, ces deux éléments, la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel, ce sont ces deux outils-là qui travaillent. Et donc, quand Parfait, à partir du moment où Parfait était empêché, depuis la situation qui est la sienne constatée à l'aéroport, le 21, cela aurait suffi à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel d'annuler le processus électoral. C'est tout. Il y a pas, déjà dans ce cadre-là, on ne peut pas discuter de cette affaire-là. On ne discute pas. Et comme quoi, depuis le 21 mars 2021, le Congo n'a pas un président de la République. Mais moi, c'est-à-dire que moi, M. Perrin, excusez-moi, j'ai été parmi ceux qui ont écrit la Constitution de 1992. Voilà. Et la commission Makundi Wolo a fini son travail demandé par le Premier ministre André Milongo. Le gouvernement a révisé sa copie. Quand le gouvernement André Milongo révise sa copie, elle l'envoie au Parlement. Nous avons lu, moi j'ai lu la Constitution de 92 de A à Z. Et il y a même un élément dans la Constitution de 92, dans l'article 68 de la Constitution de 1992, qui parle de la probité morale comme l'un des critères pour être candidat à la présidence. J'ai, moi, défendu cet élément devant le président de notre commission, qui n'était autre à l'époque que Ange-Édouard Pungui. Je vous cite les noms, et pour que vous compreniez que la Constitution, c'est un texte. J'ai écrit, j'ai participé à la rédaction de la Constitution de 1992. Donc, je connais interpréter un article. On ne dit pas tout dans un article. L'article, quand il est écrit, il est résumé. Mais quand on le résume, et après, il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Et donc, l'article 70, qui est leur article à eux de la Constitution de 2015, dit tout simplement, quand vous décortiquez, quand vous expliquez, quand vous interprétez cet article 70, ça dit ceci, que à partir du moment où Guy Brice Parfait Kolela était empêché du fait même de son évacuation, hein, le 21, il est encore à Brazzaville, du coup, la Cour constitutionnelle s'auto-saisissait et décidait de l'annulation de cette élection. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle ne voulait pas se retrouver devant un cas où Guy Brice Parfait Kolela ne peut plus faire ses réclamations, parce qu'il faut d'abord partir de réclamation. Il ne peut plus réclamer alors qu'il pense être deuxième ou premier, mais alors qu'on le classe troisième ou quatrième, donc il ne peut plus réclamer. Et même quand il est parmi les deux premiers, il ne peut plus se présenter. Donc voilà la Constitution, ce qu'elle a voulu régler dans cet article 70. Moi, je cite, voilà, donc je m'écarte un peu de tout ce que je suis, mais quand je rentre dans le cadre constitutionnel, je dis que l'article 70, aujourd'hui, donc ici, il y a des gens qu'il faut mettre en prison, c'est la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils ont créé une situation qui est grave, qui est inédite, et pour laquelle, même dans 1000 ans,
on pourrait revenir, comme on parle, de revenir un jour sur le procès de Marien Ngouabi, la mort, l'assassinat de Marien Ngouabi. Voilà, il y a des gens qui disent qu'il faut revenir sur l'assassinat de Marien Ngouabi. Et du cardinal Émile Biaenda, bien entendu. Tout ce monde-là qui est, voilà. Donc, voilà pourquoi ça me fait un peu mal au cœur de me retrouver être citoyen d'une. Alors, donc, voilà. Si j'ai bien compris, finalement, bon, c'est ce qui, on peut se permettre, hein, c'est une hypothèse. Guy Brice Parfait Kolela serait donc mort le 21 et finalement, on s'est arrangé à se débarrasser de ce corps pour sauver la mascarade d'élection, j'allais dire. Mais non, c'est que, Monsieur Perrin, moi je voudrais que vous vous attardiez sur un élément qui est très important. À partir du moment où, même quand il était constaté qu'il est mort le 22, le processus est toujours en cours, oui. Donc il s'annule. Même quand on nous a dit qu'il est mort le 22. Même jusqu'à avant même la proclamation des résultats. Voilà, parce que cet individu-là ne peut plus réclamer. Il ne peut plus réclamer. Il n'y a pas des ayants droit dans une élection présidentielle uninominale. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, vous comprenez que même s'il était mort le 23, le processus électoral était annulé. Les élections sont annulées. Et comme par hasard, au Congo, pour une fois, les élections présidentielles, les résultats sont tombés pratiquement 48 heures après. Vraiment un exploit. Donc, c'est pour tout simplement vous dire que battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Et, le Guy Brice Parfait Kolela, c'est un cas d'école et qui doit, si pour les autres, on ne l'a pas fait, les cardinals, le Jean-Pierre Tchister Tikaya, dont tout le monde présume qu'il avait été assassiné, tous ces assassinats-là. Mais Guy Brice Parfait Kolela est cet individu-là qui est mort, on va dire, sacrifié à cause de l'unité nationale. Il a été sacrifié. C'est la course vers l'unité nationale qui a fait que dans cette unité nationale que lui, il a portée, et que ses partenaires ne portent pas, et Guy Brice Parfait Kolela a été assassiné. Parce qu'il était prêt pour, cette fois-là, ne plus refaire l'erreur de 2016. C'est ce qu'il a dit et qu'il a fait savoir. C'est pour ça qu'il s'entête même de se présenter, puisqu'on nous avons appris qu'il lui avait été reproché demander de se retirer sa candidature. Pourquoi on lui demande de retirer sa candidature? C'est parce que ceux qui lui demandent de retirer sa candidature savaient que à la proclamation des résultats qui vont être faux, Guy Brice Parfait va réagir. Voilà. Donc il fallait l'éliminer, il fallait l'assassiner. Et les raisons de la mort de Guy Brice Parfait Kolela sont là. Le professeur Bileko aussi, et vous aurez peut-être aussi, il n'y a pas que Jean-Jacques, mais il y a quand même le docteur. De toute façon, notre plateau est libre, hein, à qui voudra venir s'exprimer, pourquoi pas. Nous recevons tout le monde, donc ils sont invités, de facto. Alors, nous allons passer donc au dernier volet, mais ce sera expéditif parce que le temps nous presse déjà. Voilà. Il s'agit bien entendu de l'incendie qui s'est déclaré sur une plateforme pétrolière Emeraude, au large de Pointe-Noire. Mais avant d'entamer ce volet, Monsieur Robert Poitipongo, je vous ai entendu dire que vous étiez à Pointe-Noire. Quand est-ce que vous avez été à Pointe-Noire pour la dernière fois? J'étais à Pointe-Noire du 12 mars au 23 mars, je crois. 24 mars. Ça vous cause pas des ennuis lorsque vous faites ces voyages? Non, je suis un homme d'État, Christian. Et la démocratie, moi je suis parmi ceux-là qui les premiers ont exprimé la démocratie au Congo. Moi que vous parlez, voilà. Donc, comme j'avais dit la dernière fois que Parfait
c'est comme un militaire. Un militaire ne recule pas devant la guerre. Hein? Il change l'autre, mais il doit affronter la guerre. C'est ça, le militaire. Et lorsque vous parlez de la démocratie, vous faites allusion à quoi comme ça? Au Congo? Le Congo est un pays démocratique? Quand je parle de la démocratie, je dis ceci. Je parle politique depuis le Congo. Je suis venu ici, je parle. Et je veux vous dire que si Denis Sassou Nguesso veut atteindre ma vie, s'il veut atteindre ma vie, il peut le faire depuis ici. Depuis ici, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, il peut le faire. Mais quand je descends à Pointe-Noire, je vais chez moi. Quand je vais chez moi, c'est pour lui signifier que la démocratie auquel vous faites allusion, j'en suis parmi ceux-là qui les premiers avaient déposé les statuts du parti politique au ministère de l'Intérieur en 1990. Donc, je ne peux pas craindre ni un général, ni un colonel, ni Denis Sassou Nguesso. Non, il faut que cette occasion me permette de le dire tout haut, parce que si nous ne faisons pas ça, si moi, personnellement, je ne fais pas ça, les autres vont aussi avoir peur. Parce que nous sommes. Non, mais c'est parce qu'évidemment, il y a d'autres qui sont quand même inquiétés. Hein, quand ils arrivent là-bas, eh ben, soit ils sont enlevés, soit ils sont arrêtés. Il y a bien des exemples comme ça qu'on peut citer. Voilà pourquoi j'ai posé la question, mais vous n'êtes pas inquiété. Non, quand vous dites je ne suis pas inquiété, en politique, il faut avoir les éléments de langage. En politique, je dis bien. Hein, en politique, il faut avoir les éléments de langage. Ce que j'ai toujours dit, Denis Sassou Nguesso sait que ce monsieur-là a raison. Ce que je dis, quand je parle de la scission, quand je parle du barrage de Kouilou, Denis Sassou Nguesso est conscient et toute son équipe, ils savent que Robert a raison. Et je ne vois pas sur quel point je n'injurie personne. J'ai toujours respecté, j'ai toujours dit, monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est parce que c'est mon éducation. Le militaire, j'avais dit qu'il existe un code du soldat. Le code du soldat permet à un soldat, à un militaire, peu importe son grade, de refuser un ordre de son supérieur. Donc, ceux qui sont là, qui acceptent les ordres de leur supérieur, c'est leur problème. Je ne leur fais pas injure à ces soldats, à ces militaires. Je dis que vous êtes des militaires, on vous a désigné, on vous confie une mission d'aller tuer. Si vous le faites, c'est en votre conscience que vous faites que vous tuez. Dans leur responsabilité d'ailleurs. Voilà, parce que le code du soldat vous autorise de refuser une mission. C'est-à-dire, c'est comme si le président ou ton chef te demande d'aller tuer ton enfant, d'aller tuer ta mère, d'aller tuer ton père. Si tu peux refuser d'aller tuer ton père, ta mère ou ton enfant, c'est que tu peux également refuser d'aller tuer un individu dont tu sais qu'il n'a pas tort. Voilà pourquoi, et s'il y a un militaire ou quiconque va vouloir s'en prendre à ma vie, ça c'est son problème à lui. C'est pas mon problème. Et ce n'est pas. Venons-en donc à notre deuxième volet. Je disais qu'il s'agissait de l'incendie déclaré sur une plateforme pétrolière au large de Pointe-Noire. Alors ici, vous avez, je crois, suivi comme tout le monde cette plateforme qui a pris feu le 15 février, bien entendu, au large de Pointe-Noire. Bon, qu'à cela ne tienne, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de victimes, mais au moins, on peut parler de l'impact écologique, par exemple. Ça se passe à Pointe-Noire et nous savons ce qu'est devenu Pointe-Noire. Moi, je voulais plutôt aborder cette question sur ce qui revient à Pointe-Noire en termes des revenus pétroliers, par exemple. Parce que là, nous avons vu, évidemment, il y a eu incendie. Bon, c'est vrai que l'incendie a été maîtrisé, mais ça pouvait être une catastrophe. Et ceux qui sont aux abords, donc les riverains, c'est bien entendu les Pont-de-Negrins. Or, il se trouve que, je dis encore peut-être au conditionnel, que ce pétrole serait devenu une propriété du clan au pouvoir. Ouais, ça ne voilà pourquoi je vais terminer ma question. Je vous posais la question de savoir quand est-ce que vous avez été à Pointe-Noire pour la dernière fois. C'était pour aussi savoir si vous avez, à la date d'aujourd'hui, une idée sur ce qu'est devenu Pointe-Noire. Bon. Alors, je suis un fils de Pointe-Noire, fils de Kouilou, fils de Pointe-Noire.
Mon acte de naissance a été établi à Luandjili, Luandjili village à l'époque, qui est devenu le 4e arrondissement. Le 4e arrondissement, pardon. Et donc, je suis de Pointe-Noire. J'ai été conçu au CAM 4. Comment l'as-tu su? Voilà. Tu as été conçu, oui. J'ai été conçu au CAM 4. Tu étais encore dans… Voilà. Donc, il n'y a pas mieux que moi qui peut prétendre parler non seulement de ce territoire, et que je peux revendiquer que ce n'est pas Oko qui va me montrer la mer. Oko ne peut pas me montrer la mer. Ce n'est pas possible. Et donc, le pétrole du Kouilou, Émeraude qui a pris feu là, à côté de Émeraude, Émeraude qui a pris feu, Ngouabi a dû sa vie à Émeraude. S'il a perdu sa vie, c'est à cause d'Émeraude. Ngouabi, Marie Ngouabi. Il y a… C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite pour l'intérêt de nos téléspectateurs? Ouais, on était à la veille de l'exploitation de Nkossa, plutôt d'Émeraude. Marie Ngouabi avait voulu et avait même envoyé des spécialistes, des Congolais, bon, la plupart étaient du Nord aussi, donc depuis Marie Ngouabi, ils étaient venus en Algérie pour étudier l'exploitation du pétrole. Et c'est pendant qu'ils sont en Algérie qu'ils apprennent que Marie Ngouabi a été assassiné. Parce qu'ils voulaient que le pétrole soit géré, un peu comme ce que Massamba Débé avait également évoqué à son temps. Il y a eu un Nkossa après. Nkossa, nous savons ce qui s'est passé avec Pascal Lissouba. C'est toujours bien de rappeler, d'être un peu beaucoup plus précis. Exactement. Donc, l'histoire du pétrole, le pétrole est quelque part un bien nécessaire, mais un mal. Un bien nécessaire parce que il y avait Mangungu Clay, qui était un musicien qui vivait ici à Paris, qui avait chanté une chanson Poto Kanissa après pétrole. L'après-pétrole, c'est Mangungu Clay. Pour les jeunes qui ne connaissent pas cet artiste, il y a un artiste congolais qui avait… Oui, on va d'abord revenir, Monsieur Kwati Pongo, on revient d'abord sur la gestion du pétrole. Comment est géré le pétrole au Congo et pourquoi Pointe-Noire se retrouve dans cet état? Dans ce que je suis en train de citer, c'est pour en arriver là. Évidemment, malheureusement, nous sommes pressés par le temps, donc il faut aussi… Le temps, c'est de l'or, bien entendu, mais le pétrole doit servir ou aurait servi dès le départ au développement industriel, agricole, au bien-être des citoyens, de tous les citoyens. Mais il s'avère que le pétrole qui allait permettre au moins à construire très rapidement le barrage de Kouilou, l'argent du pétrole suit d'autres chemins qui ont fait qu'aujourd'hui, ces chemins-là, que Pointe-Noire se retrouve dans un état pire que l'état dans lequel les colons l'ont laissé. Les colons ont laissé Pointe-Noire dans un état qui était l'état sanitaire. Plus ou moins propre, oui. Voilà, et propre. Pointe-Noire était une ville propre que j'ai connue, moi, dans les années 60, 68, 69, 70, 72. Oui. Ce qui lui avait d'ailleurs valu le nom de Ponton-Label. De Ponton-Label. Alors, donc, l'argent du pétrole est utilisé et envoyé ailleurs et utilisé à d'autres fins. Cet argent, je le répète, au lieu qu'aujourd'hui on nous dise le 6 décembre dernier, Denis Sassou Nguesso a signé un accord avec la RDC, donc de Tshisekedi, pour que l'électricité vienne de Kinshasa, donc du barrage de Inga. Alors que l'argent du pétrole aurait permis, depuis près de 60 ans, s'il faut le dire comme tel, permis de construire le barrage du Kouilou, qui allait permettre un développement industriel, social de tout ce pays-là s'il était question de continuer de vivre ensemble. Au moins ça, je ne parle pas du vol.
Je parle que au moins si l'argent du Kouilou, du pétrole du Kouilou, avait été utilisé pour construire le barrage du Kouilou dont Jean-Félix Tikaya avait voulu et que le président Fulbert Youlou, accompagné de Robert Stéphane Tchichel, qui était le vice-président, et le président de l'Assemblée nationale, Alphonse Massamba Deba, avait procédé à l'inauguration le 22 ou le 23 mars 1962. 61, pardon, excusez-moi. Donc, je ne parle pas du vol, du détournement. C'est pas ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que un minimum aurait pu être fait, mais qui n'a pas été fait, mais qui ne sera jamais fait. Parce que ce minimum que je parle pour le Kouilou, c'est le barrage du Kouilou, le barrage de Sounda. Mais on dit aujourd'hui, depuis le 6 décembre 2021, un accord a été signé entre la RDC et le Congo pour que le Congo soit ravitaillé par le barrage, le courant venu du barrage de Inga. Donc, le pétrole, à quoi sert-il? À quoi sert-il en fait, la question que je voulais vous poser, Monsieur Robert Poiti Pongou, c'est qu'ailleurs, à Kinshasa, par exemple, en RDC, au Cameroun, je crois au Nigeria aussi, il y a un taux sur les revenus du pétrole. Vous êtes quand même un ancien parlementaire, évidemment. Je voulais comprendre avec vous. Est-ce qu'il y a un taux comme ça des revenus du pétrole congolais qu'on reverse, par exemple, à Pointe-Noire ou au Kouilou? Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas que le pétrole. C'est pour tous les industriels. Il n'y a pas que le pétrole. C'est toutes les sociétés qui exploitent, qui travaillent, des industries. Les mines, le bois, voilà. Voilà. Ils ont cette obligation-là de reverser au territoire. Ce n'est pas que Pointe-Noire. Et donc, s'il y avait, prenons une exploitation d'or à Mindouli, il y aurait une partie des revenus de l'or exploité à Mindouli qui serait versé à Mindouli. Donc, tout ça se passe. C'est établi, ça y est, là, ça existe, c'est versé. C'est versé, mais qui gère ça? C'est le même ou la même équipe qui gère. Ça veut dire quoi, Monsieur Perrin? Malgré votre bonne volonté à vous de construire Pointe-Noire, on vous désigne, on vous choisit comme maire de Pointe-Noire ou préfet de Pointe-Noire. Sachez tout simplement ceci, que vous êtes là de nom, mais vous n'avez aucun budget. Ce n'est pas la volonté qui manque à Paka Honoré, à Dilou, de construire Pointe-Noire. Non, ce n'est pas la volonté qui leur manque. Si vous dites ça, si vous me dites ça, j'ai des éléments d'appréciation sur ce que je dis là. Ce n'est pas la volonté qui leur manque, mais le pouvoir ne leur autorise pas d'entreprendre des travaux pour l'embellissement ou pour le bien-être des citoyens dans lesquels ils ont été nommés comme responsables administratifs. Donc, ça veut dire qu'on ne reverse pas. Vous avez dit tout à l'heure, non, vous avez confirmé que le code pétrolier le permet tout de même. Le permet, c'est versé, mais c'est pris par l'État qui gère tout. Allez demander à Paka Honoré. Paka Honoré vous dirait que non, le chapitre est là, mais il est vide. Le chapitre est là, mais il est vide. L'argent, il est posé. Dans le code pétrolier, cela est prévu. Mais l'argent, on ne sait pas par où passe là. Voilà, ce n'est pas prévu, mais c'est réalisé. C'est même réalisé. Donc, voilà, il y a un taux que l'on reverse à ces villes. On reverse, mais qui est géré par celui qui a le pouvoir. Paka Honoré n'a pas de pouvoir. Bizarre. Il m'entend. S'il m'entend, on le lui dira. Il dit que oui, Robert a raison. Il n'a pas de pouvoir. C'est comme aujourd'hui, M. Anatole Coliné Makosso n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Même de dire que vous avez passé une émission il n'y a pas longtemps, une dame que vous avez interviewée, mais ça se passe où? Ça se passe à Pointe-Noire. Mais c'est sa ville natale, non? De M. Coliné Makosso. Quel pouvoir il a sur tout ce qui est en train de se passer, même dans son village, même dans sa ville? Il n'a aucun pouvoir. Et je l'avais déconseillé, il ne m'a pas compris. Mais aujourd'hui, la honte, ce n'est pas moi qui avais dit, mais la honte, c'est lui. Mais je donne raison, pour revenir, peut-être que ce n'est pas là que je vais conclure, je félicite les enfants collés là pour tout le travail qu'ils ont fait
pour l'expression de la vérité sur l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, leur père, leur frère, mon frère à moi, mon grand frère à moi, l'ami de tout le monde. Parfait nous a laissé, il nous a demandé de nous battre pour l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas se battre pour rien, mais se battre pour d'abord savoir comment est-il mort et pourquoi est-il mort, lui. Et que cette élection-là, ce semblant de vote, même par le respect de leur propre conscience, Sassou n'est pas président parce que l'article 70 oblige l'annulation de ce scrutin-là. Ce n'est pas moi qui ai conçu cette constitution, mais comme on dit, c'est son propre bâton qui est en train de lui taper. Son propre bâton. L'article 70, c'est un bâton par rapport au cas de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. C'est un bâton qui est en train de le taper, Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas président. Et la Cour constitutionnelle porte la responsabilité, la lourde responsabilité de tout ce qui est en train de se passer pour ce pays et pour lequel, finalement, certains me donnent raison. Faut-il aller à la scission? C'est un problème que j'ai soulevé, mais qui va prendre du temps pour que tout le monde, enfin, puisse comprendre que oui, le cas de Denis Sassou Nguesso doit être réglé par nos frères du Nord, comme l'a été Omar El-Béchir pour le Soudan. Le Soudan, on était obligés d'en arriver là, et c'est le peuple du Nord qui a décidé, du Nord-Soudan, qui a décidé de mettre Omar El-Béchir en prison jusqu'à aujourd'hui. Les généraux qui sont nommés, vous les voyez, vous les dénombrez. Les militaires qui sont là, vous les dénombrez. Mon cher ami Myungwa l'a bien dit, que quand vous lui posez la question sur les coups d'État, le coup d'État, mais même s'il y a un coup d'État, il y aura toujours de récupération. Qui va faire le coup d'État si ce n'est les généraux? Mais ces généraux-là, les majorités écrasantes sont autour de qui? Autour de Denis Sassou Nguesso. Donc, s'il y a un coup d'État, ce serait un coup d'État de palais, comme ce fut le cas de Mariam Wabi. Donc, le coup d'État au Congo n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce qu'il y a tout de même l'insurrection populaire qui pourrait être une solution. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Robert Poiti-Pongou, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Et ce n'est que, en fait, dans la suite des émissions qu'on avait programmées. Et prochainement, on reviendra sur un autre sujet. À vous aussi, chers téléspectateurs, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.